Bonjour à tous, je suis très heureux de vous recevoir et aujourd'hui je vous propose de repartir en Europe. Cette fois-ci, nous allons découvrir un pays qui produit le plus de voitures au monde par habitant et je ne vous parlerai pas de l'Allemagne. Un pays également fait d'histoire puisque sur son territoire, on compte le plus grand nombre de châteaux ou de ruines de châteaux au monde par habitant. Et non, nous ne parlerons pas de la France. Un pays également qui a une relation très singulière avec la nature puisque chaque habitant a sa montagne préférée dans les Tatras. Un pays également qui compte l'une des plus grandes grottes d'Europe au monde, gelée, même l'été, et elle a même inspiré la grotte de Dumbledore. Enfin, un pays qui utilise une langue qui elle-même utilise le plus long alphabet latin au monde puisqu'il compte près de 46 lettres. Eh bien, ce pays, c'est la Slovaquie. Et si cela vous intéresse, je vous invite fortement à regarder ce qui suit. La Slovaquie est un pays d'Europe de 49 000 km² de la taille du Danemark ou des Pays-Bas. Il n'est entouré que par des voisins plus grands que lui. À l'ouest, il touche la Tchéquie et l'Autriche. Au sud, la Hongrie avec qui il partage sa plus longue frontière, près de 676 km. Ces trois pays formaient d'ailleurs l'Empire austro-hongrois et la Hongrie dénommait même la Slovaquie la Haute-Hongrie. À l'est, il partage une frontière avec l'Ukraine, son seul voisin qui n'est ni membre de l'Union européenne ni de l'OTAN. Enfin, au nord, il est bordé par la Pologne avec une frontière de 541 km. Le nom Slovaquie vient en fait de la racine slove qui signifie les gens qui parlent la même langue par opposition à ceux qui ne parlent pas ou qui sont muets, autrement dit les Niemcy. Et les Niemcy en fait désignaient les peuples germains. Et Sko ou Ensko signifie tout simplement le territoire. Donc la Slovaquie, c'est tout simplement le pays ou le territoire des personnes qui parlent la même langue. Mais attention, puisque cette racine slove a aussi donné le nom Slovénie ou la Slavonie, un territoire croate, puisqu'ils partagent la même étymologie slovo. Et cette confusion est telle que près de 600 kg de courrier destinés à la Slovaquie finissent en Slovénie et inversement. Pour éviter ces malentendus diplomatiques, les deux pays ont parfois choisi d'installer leur ambassade dans le même bâtiment, histoire de pouvoir échanger directement le courrier égaré plutôt que de le renvoyer. Regardons plus en détail le relief de la Slovaquie. L'altitude moyenne de la Slovaquie est de 456 mètres. À titre de comparaison, la France est seulement à 342 mètres. Ce qui fait de la Slovaquie un pays extrêmement montagneux. Alors pourquoi ? Parce que la Slovaquie est composée de deux ensembles. D'abord, vous avez la plaine pannonienne que nous avons évoquée dans la vidéo sur la Hongrie. La plaine pannonienne est une grande plaine fertile du bassin du Danube qui occupe environ un tiers du territoire, suivi des Carpates qui occupent les 2/3 de la superficie et qui explique pourquoi le pays est montagneux. Pour rappel, les Carpates sont un long arc montagneux de plus de 1500 km qui va de la Tchéquie à la Serbie. Ils sont composés de trois grands ensembles, les Carpates occidentales, orientales et méridionales. Ces montagnes, nous en avons déjà parlé dans la vidéo sur la Roumanie. Concernant la Slovaquie, son territoire est surtout concerné par les Carpates occidentales intérieures, car centrées sur l'arc que forment les Carpates. Elles comprennent les petites Carpates, les monts Javorníky, la petite Fatra, la grande Fatra, les basses Tatras, les hautes Tatras et les Beskides. Ces dernières, nous les avons mentionnées dans la vidéo sur la Pologne. Concernant les hautes Tatras, il s'agit en fait de la partie la plus élevée de l'ensemble de la chaîne des Carpates. C'est là que l'on retrouve le pic de Kerlak à 2655 mètres, le point culminant de la chaîne. Et au sud s'étendent les moyennes montagnes slovaques et les monts métallifères slovaques, qui font toujours partie de la chaîne des Carpates occidentales, mais cette fois-ci extérieure, parce qu'elles sont plus orientées vers la plaine et donc elles sont moins élevées. Ensuite, nous devons citer la plaine pannonienne slovaque qui se divise en trois parties. La plaine de la Morava au nord-ouest, la plaine du Danube au sud-ouest, la grande Alföld à l'est, partagée avec la Hongrie. Toutes ces montagnes donnent naissance à un certain nombre de fleuves, à commencer par le Danube, qui marque la frontière entre la Slovaquie et l'Autriche, mais également entre la Slovaquie et la Hongrie. Longue de seulement 172 km sur le territoire slovaque, elle lui permet toutefois d'avoir
d'avoir accès à la mer Noire et ainsi d'être désenclavé, puisque la Convention de Belgrade signée en 1948 permet à tous les États riverains du Danube d'avoir libre navigation sur ce fleuve. Ensuite, nous devons mentionner la Morava. Il forme la frontière entre la Tchéquie et la Slovaquie, puis entre l'Autriche et la Slovaquie, avant de se jeter dans le Danube au niveau du château de Devin près de Bratislava. Enfin, il faut noter les rivières de Var et de Heron qui traversent le pays et font de la Slovaquie un véritable château d'eau d'Europe centrale. Enfin, il faut indiquer que le climat de la Slovaquie est continental. Regardons plus en détail la géographie humaine. La population actuelle de la Slovaquie est de 5,4 millions d'habitants et il était de 5,2 millions en 1990. Autrement dit, la population de la Slovaquie a légèrement augmenté. Toutefois, les prévisions prévoient plutôt une légère baisse puisque en 2050, elle serait autour de 4,9 millions d'habitants. Concernant la répartition urbain-rurale, on voit que la moitié de la population de la Slovaquie vit dans les zones rurales, ce qui fait de la Slovaquie l'un des pays les plus ruraux d'Europe. Mais il existe un certain nombre de villes, à commencer par sa capitale, Bratislava. Bratislava, avec plus de 480 000 habitants, est la plus grande ville du pays et elle concentre près de 10% de la population de la Slovaquie. Excentrée au sud-ouest du pays, au pied des petites Carpates, elle est traversée par le Danube et la Morava. Localisée à la frontière, elle est aussi située à seulement 50 km de Vienne. La ville fut marquée par de nombreuses influences de population. Par exemple, elle était connue sous le nom de Pressburg en allemand ou Possoni en hongrois. Elle fut aussi le lieu de couronnement de 11 rois et 8 reines hongrois et la capitale du royaume de Hongrie de 1536 à 1683. En 1805 fut même signé le traité de Pressburg avec Napoléon. La ville connut ensuite l'industrialisation au 19e siècle et à la veille de la Première Guerre mondiale, elle comptait encore 40% d'Allemands et 40% de Hongrois contre seulement 15% de Slovaques. Ce n'est qu'en 1919 qu'elle prit son nom actuel, Bratislava. Et après la Seconde Guerre mondiale, la composition ethnique de la ville va s'inverser. Aujourd'hui, elle est composée entre 90 à 95% de Slovaques et abrite le centre du pouvoir slovaque, ainsi que différentes universités, des musées et d'autres institutions culturelles et éducatives. À noter que son PIB en termes de parité de pouvoir d'achat par habitant est 3 fois plus élevé que dans le reste du pays. Puis il faut mentionner la ville de Košice, qui est la plus grande ville de l'Est de la Slovaquie. Située à 20 km de la frontière hongroise, elle a été désignée capitale culturelle en 2013. Fondée après les invasions mongoles, elle devient un centre commercial et artisanal grâce à sa position géographique. La ville connaît ensuite des conflits religieux entre catholiques et protestants, mais demeure un bastion de la Haute-Hongrie. Intégrée en 1526 à l'Empire des Habsbourg, elle demeure multilingue pendant 400 ans, bien que majoritairement hongroise. Intégrée en 1526 à l'Empire de Habsbourg, elle demeure multilingue pendant 400 ans et majoritairement hongroise. Ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale que les Slovaques deviennent majoritaires. Aujourd'hui, la ville est un important centre industriel de Slovaquie. Par exemple, l'acierie US Steel Košice est le principal employeur de la ville. Enfin, la ville abrite aussi la Cour constitutionnelle de Slovaquie. Puis, il faut mentionner la ville de Žilina, qui est une ville située au nord-ouest de la Slovaquie, à 50 km de la République tchèque et de la Pologne. Fondée officiellement en 1208, elle devient un centre marchand important situé sur les routes de Bohême, de Hongrie et de Pologne. Mais ce carrefour commercial est aussi un lieu d'échange et d'idées. Et la ville souffrit tant des invasions que des guerres religieuses entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Ainsi, elle devient un centre religieux du luthéranisme slovaque au XVIIe siècle. La ville demeure bilingue, slovaque-hongrois, mais les élites urbaines étaient hongroises jusqu'en 1914. Enfin, il faut mentionner Banská Bystrica, qui est la seule ville située au centre de la Slovaquie. Fondée par des Allemands en 1255, à l'invitation du roi hongrois Béla IV, elle devint l'un des principaux centres miniers de Haute-Hongrie jusqu'à son déclin au XVIIe siècle. Bien que bilingue hongrois-slovaque, la ville devient un centre culturel slovaque dès le XIXe siècle. On peut également citer les villes de Nitra, Trenčín ou Prešov. Regardons plus en détail le découpage administratif. Alors, la Slovaquie est un État
unitaire composé de 8 kraïs. Commençons par les kraïs de l'Ouest. Les kraïs de l'Ouest sont limitrophes de la Tchéquie, de l'Autriche et de la Hongrie. C'est une région aussi de plaines fertiles traversée par le Danube et le Va. L'économie repose sur l'industrie, les services, l'agriculture et les échanges transfrontaliers. Il comprend le kraï de Bratislava, le cœur politique, administratif et économique du pays, très intégré à la région de Vienne, mais il s'agit aussi du moteur de la croissance nationale. Plus à l'est, on retrouve le kraï de Trnava, marqué par son agriculture prospère, ses traditions religieuses et son industrie automobile comme PSA, Peugeot, Citroën. Et enfin, le kraï de Trenčín, plus vallonné. Il s'agit ici d'un ancien bassin industriel, mais aussi d'un centre de tradition populaire connu pour ses châteaux médiévaux et ses stations thermales. Puis nous devons mentionner le sud-ouest et le centre-ouest. Cette partie du pays forme une transition entre la plaine danubienne que je viens de mentionner et les reliefs intérieurs. Elle conserve un caractère rural fort et joue un rôle important dans l'histoire nationale. Elle correspond au kraï de Nitra, vaste région agricole et viticole traversée par le Va et la Nitra. L'économie repose sur la production agroalimentaire et l'industrie automobile, par exemple Jaguar Land Rover. Historiquement, elle correspond au berceau de la Grande Moravie du 9e siècle et reste un haut lieu de la mémoire chrétienne et nationale. Tout ceci, nous le mentionnerons dans la partie historique de la vidéo. Puis nous devons indiquer le Nord. Le Nord est une région montagneuse et de forêts marquée par un relief accidenté et des vallées densément peuplées. Il s'ouvre sur la Pologne et la République tchèque. Il comprend le kraï de Žilina qui conserve une forte empreinte médiévale et artisanale. Ses paysages alpins, ses villages traditionnels et sa culture folklorique contribuent à l'image la plus pittoresque du pays. Il faut ajouter le centre slovaque, montagneux et boisé, correspondant au vieux cœur minier du pays. Riche en forêts, sources et ressources minières, il fut longtemps le moteur économique du royaume de Hongrie. Ici, il s'agit du kraï de Banka Bystrica, couvrant une vaste zone allant des Tatras au nord jusqu'aux collines frontalières de la Hongrie. Son économie s'appuie sur le tourisme, les services et les énergies renouvelables, mais son passé minier est omniprésent. La région fut aussi le centre de l'insurrection nationale slovaque de 1944 contre le nazisme. Enfin, l'Est se distingue par son relief contrasté, son ouverture vers l'Ukraine et la Hongrie et sa diversité culturelle. Il s'agit d'une région industrielle et rurale. Il comprend le kraï de Prešov, montagneux au nord, tourné vers le tourisme et marqué par la coexistence de populations slovaques, ruthènes et polonaises, et le kraï de Košice, plus industriel et mieux relié. Sa position entre montagne et plaine hongroise en fait un espace de transition et d'échange. Concernant le tourisme, nous pouvons citer les villes de Bratislava, notamment avec son château et sa vue sur le fleuve, sa vieille ville Staré Mesto, avec ses ruelles, ses cafés, ses sculptures, le pont SNP et sa terrasse UFO panoramique, mais également la ville de Košice avec la cathédrale Sainte-Élisabeth, la plus grande église gothique du pays, le théâtre d'État et la fontaine musicale, ainsi que ses ruelles médiévales, abritant des musées, des galeries ou des restaurants. Et ensuite la ville de Banska Štiavnica, qui est une ancienne ville minière classée à l'UNESCO, magnifique par son architecture baroque, ses musées et son ambiance historique. Concernant les châteaux, nous devons d'abord mentionner le château de Spiš, l'un des plus grands châteaux en ruine d'Europe, classé à l'UNESCO. Puis également le château de Bojnice, qui est un château féerique qu'on pourrait imaginer sortir de Disney, avec des douves, des tours et un musée. C'est l'un des plus visités du pays. Et puis le château de Vulkulinec, qui est un village traditionnel inscrit à l'UNESCO, avec ses maisons en bois colorés et son architecture préservée des Carpates. Concernant la nature et les montagnes, il faut d'abord mentionner les Hauts Tatras, qui est la perle naturelle de la Slovaquie avec ses lacs glaciaires, ses cascades, ses stations de ski avec comme point phare le Šetrovce Pleso, qui est un lac alpin iconique, ou le Lomnický štít, qui est le deuxième plus haut sommet accessible en téléphérique. Il faut également indiquer le parc national du Paradis slovaque avec ses sentiers, échelles et passerelles au-dessus de gorges et de cascades, idéales pour les amateurs de nature et d'aventure. Et enfin, des stations thermales réputées comme Pijeťany. La langue officielle de la Slovaquie est le slovaque,
qui est parlée par plus de 85% de la population. Il s'agit d'une langue du groupe slave occidental et c'est la langue officielle la moins parlée de ce groupe. Le slovaque est proche du morave et du tchèque. Comme je l'indiquais en introduction, il s'agit du plus long alphabet latin avec 46 lettres. La Slovaquie est un pays ethniquement homogène puisque 80% de sa population est slovaque. Mais il existe une minorité hongroise qui correspond à 10% de la population du pays. Et d'ailleurs, qui a le droit d'utiliser sa langue, le hongrois, dans les administrations majoritairement hongroises. Alors, comment explique-t-on cette situation linguistique? Eh bien là encore, c'est l'histoire qui va nous donner les clés. À l'origine, le territoire actuel de la Slovaquie a vu au néolithique la culture de la céramique rubanée. Présente dans toute l'Europe, il s'agit tout simplement des premières populations sédentaires. Ils construisent des maisons longues en bois, cultivent le blé, élèvent des animaux et fabriquent des poteries décorées de bandes. On trouve aujourd'hui les sites autour de Nitra, de Žitný Ostrov ou Poprad. Puis entre moins 2000 à moins 800 de notre ère, on retrouve la culture de Madiarovce, qui est l'une des plus importantes cultures de l'âge de bronze en Slovaquie. Avec des villages fortifiés, ces maisons en bois ou ces sépultures riches, elles couvraient une grande partie de la Slovaquie occidentale. Cette civilisation était marquée par la fabrication d'armes et d'outils en bronze, ainsi que d'une forte influence mycénienne et balkanique, suivie par la culture de Velati et de Tchaka, ainsi que la culture de Lusace, que nous avons déjà mentionné dans la vidéo sur la Pologne. Puis vers moins 400 avant notre ère, les Boïens, une tribu celte, va s'installer dans la région. Ils fondent des oppidas et introduisent la monnaie, puis des tribus germaniques, les Quads ou les Marcomanes, qui vont s'installer de moins 100 avant notre ère jusqu'au 5e siècle. Installés au nord du Danube, ils sont donc à la frontière avec l'Empire romain. Ils vivent du commerce, d'agriculture et de raids. Mais en 370, tout bascule avec l'arrivée des Huns, peuples venus des steppes eurasiennes. Ils balayent les peuples germaniques installés entre le Dniestr et le Danube et vident presque complètement le territoire de la Slovaquie entre 400 et 450. Mais ce vide n'est que temporaire puisque les Slaves venus de Volhynie et de Podolie vont venir s'installer dans cette région à partir du 6e siècle. Et ça, nous en avons déjà parlé lors de la vidéo sur l'Ukraine. Ils se regroupent autour de petits villages agricoles et constituent souvent des sociétés égalitaires sans structure royale complexe. Ils vivent de l'agriculture, de l'élevage, de la poterie, du tissage et des outils en fer simples mais ne connaissent pas de système d'écriture. En parallèle surviennent les Avars qui s'installent dans la plaine pannonienne comme nous l'avons indiqué dans la vidéo sur la Hongrie. Pour rappel, les Avars sont un peuple originaire de Mongolie connu par les Chinois sous le nom des Roan. Rappelez-vous, nous en avons déjà parlé dans les vidéos du Kazakhstan et de la Sibérie. Ils fondent un Khaganat, l'empire des Avars, mais ne remplacent pas les Slaves, au contraire, ils les dominent. Les Slaves servent souvent de soldats auxiliaires ou d'artisans en échange de la protection des Avars. Mais en 623, les tribus slaves vont se révolter contre la domination avare. C'est à ce moment qu'apparaît Samo. Samo est un marchand franc devenu leur chef militaire. Il fédère les Slaves de Moravie et de Slovaquie occidentale et repousse différentes offensives avares. Pendant son règne, de 623 à 658, les Avars perdent le contrôle de leur territoire avant de disparaître sous la pression de Charlemagne un siècle plus tard. Aujourd'hui, Samo est considéré comme le père fondateur de la Slovaquie, de la Moravie et de la Bohême. Après la disparition du Khaganat d'Avar, vont se former au 9e siècle les premières principautés slaves, dont celle de Nitra. Bien connue des sources franques et byzantines, son organisation politique tournait autour de forteresses principales, que l'on appelait des Had, mais aussi d'églises chrétiennes et des relations avec les Francs de Bavière. Puis vers 833, Moïmir de Moravie conquiert la principauté de Nitra et forme la Grande Moravie. La Grande Moravie fut le premier grand État slave occidental puisqu'il existait la Rousse de Kiev, avec un centre politique en Moravie, mais un centre culturel et religieux à Nitra, aujourd'hui en Slovaquie. Vassal de la Francie orientale, autrement dit l'Empire carolingien, Louis le Germanique, petit-fils de Charlemagne, n'hésitait pas à influencer la politique du royaume en choisissant par exemple Ratislav Ier, neveu de Moïmir Ier. Mais celui-ci entendit se libérer de l'influence franque et envoya une lettre au pape et, à défaut de réponse, se tourna vers Byzance. L'empereur byzantin lui envoya alors Cyril et Méthode, deux frères érudits originaires de Thessalonique. Parce qu'à l'époque, à Thessalonique, on parlait un dialecte slave. Donc,
Cyril et Méthode sont arrivés à Nitra et ont traduit en vieux slavon des textes liturgiques. Ils inventèrent même le glagolitique, l'ancêtre de l'alphabet cyrillique. Mais en 870, son successeur et neveu Svatopluk Ier va trahir son oncle. Il se rapprocha de l'empire carolingien en livrant Ratislav, qui sera jugé, puis l'empereur carolingien décidera de le faire aveugler. Opportuniste, Svatopluk va jouer habilement des relations tendues entre Francs et Byzantins tout en soutenant Rome. Les prêtres allemands de Bavière revinrent et accusèrent Méthode d'hérésie parce qu'il célébrait la messe en slavon au lieu du latin. Méthode fut même arrêté et emprisonné avant que le pape donne l'ordre de le libérer. Le nouveau pouvoir de la Grande Moravie va expulser les disciples de Cyril et Méthode. Les écoles slavones vont être fermées comme à Nitra ou Devin et enfin les textes liturgiques en slavon seront interdits. Les disciples s'exilent vers la Bulgarie où ils sont accueillis par le tsar Boris Ier de Bulgarie qui inventeront l'alphabet cyrillique. Tout ceci, on en reparlera dans la vidéo sur la Bulgarie. À défaut d'administration durable et de succession solide, le royaume de Grande Moravie s'affaiblit entre ses successeurs et la pression extérieure. En effet, en 906, les Hongrois arrivèrent dans la plaine pannonienne et mirent fin à la Grande Moravie. Les Hongrois refoulent les Slovaques dans les zones montagneuses, la plaine demeurant aux conquérants. Tout ceci, nous en avons déjà parlé dans la vidéo sur la Hongrie. Pendant 900 ans, la Slovaquie reste sous influence hongroise, sans État propre. Elle conserve sa langue et sa culture paysanne, surtout dans les montagnes. La Slovaquie va demeurer pendant près de 1000 ans la frontière septentrionale de la Hongrie, important à la fois pour sa défense que pour son commerce vers la Pologne. Et c'est ainsi qu'à partir du XIIe siècle, les villes encore embryonnaires vont commencer à se développer, comme Pressburg, Nitra ou Trenčín. C'est aussi l'âge du début de l'exploitation des mines de Banská Štiavnica, qui permettent à la Slovaquie de se développer. Certains colons miniers allemands, des Saxons, sont invités par les rois hongrois pour exploiter les mines et développer les villes. Mais l'année 1242 que vous commencez à connaître correspond aux invasions mongoles, qui ravagent la région, détruisent les villages et qui déplacent ou massacrent la population. Le roi Béla IV entreprend une reconstruction massive qui passe par la construction de châteaux forts en Slovaquie. Les Saxons continuent de venir, apportant leur expertise dans les techniques minières et urbaines. Les villes slovaques de Banská Štiavnica, Banská Bystrica, de Košice, de Levoča sont fondées. La Slovaquie devient jusqu'au XIVe siècle un centre important minier d'Europe, comptant des mines d'argent, d'or, de cuivre dans le centre du pays. L'économie urbaine se développe, les villes gagnent des privilèges et une certaine autonomie. Cependant, à partir du XVIe siècle, la Slovaquie va commencer à subir la pression ottomane. En effet, après la bataille des Mohács de 1526, le sud-est de la Slovaquie est occupé par les Ottomans, tandis que la partie montagneuse est sous les Habsbourg. La Slovaquie devient même le cœur de la Hongrie royale pendant 400 ans. Et la ville de Pressburg, sa capitale. Mais pendant 2 siècles, la région vit dans un climat de guerre. Les Ottomans lancent des raids répétés dans le sud de la Slovaquie. Les forteresses de Nové Zámky, de Komárno, de Levice sont construites ou renforcées. Les Habsbourg transforment la Slovaquie en zone militaire stratégique. Enfin, les villes minières continuent d'approvisionner l'armée en métaux précieux. Toutefois, la pression se relâche après le XVIIIe siècle lorsque les Ottomans sont obligés de signer le traité de Karlowitz. L'ensemble du royaume passe sous contrôle Habsbourg et la Slovaquie entre alors dans une période de stabilité relative. Slovaques, Hongrois et Allemands cohabitent dans les mêmes villes, même si on assiste à une montée du sentiment national slovaque. Ainsi, dans les années 1780, Anton Bernolak publie une grammaire du slovaque au moment où l'impératrice Marie-Thérèse introduit des réformes scolaires et religieuses, tandis que Joseph II abolit le servage en 1785. Au XIXe siècle, certains intellectuels slovaques vont utiliser le slovaque comme Jan Hus ou Hrabka, alors que d'autres préfèrent utiliser le tchèque comme Safarik ou Jan Kolar. En 1843, le poète Judovít Tóth codifie la langue slovaque moderne. Le nationalisme slovaque reste modéré, mais la magyarisation, c'est-à-dire la politique d'assimilation hongroise, provoque des tensions. En effet, à partir de 1867, l'Empire autrichien devient austro-hongrois.
Et le hongrois est réaffirmé comme langue officielle, interdisant même la langue slovaque à partir de 1879 et niant les droits linguistiques des 2 millions de Slovaques. Mais après la défaite de l'Empire austro-hongrois en 1918, les Tchèques et les Slovaques proclament la République de Tchécoslovaquie, formée à la fois de la Bohême, de la Moravie, de la Slovaquie et de la Ruthénie subcarpatique. Il s'agit d'un État commun soutenu par les Alliés. Entre 1918 et 1938, cette première république tchécoslovaque, dirigée depuis Prague, est une démocratie parlementaire. La Slovaquie bénéficie ainsi d'un développement économique, mais les Tchèques dominent l'administration. Car l'industrialisation du 19e siècle a beaucoup plus touché la Bohême que la Slovaquie, ce qui crée en fait des tensions entre Tchèques et Slovaques. Et ces tensions vont être accentuées par la composition ethnique de la Tchécoslovaquie. En effet, en 1930, les Tchèques ne forment que 40% de l'ensemble du pays et les Slovaques que 15%. Autrement dit, il existe également 20% d'Allemands et 15% de Hongrois. Or, après les accords de Munich de 1939, et l'occupation des Sudètes par les Allemands, la Slovaquie va être détachée de la Tchécoslovaquie. L'État slovaque sera dirigé par le fasciste Josef Tiso. Enfin, sa partie méridionale est même occupée par les Hongrois. Mais en 1945, l'armée rouge va libérer le pays. La Tchécoslovaquie est restaurée, bien qu'amputée de sa partie extrême orientale, la fameuse Ruthénie subcarpatique. Le président Edvard Beneš va signer des décrets expulsant les minorités allemandes et hongroises du pays. Ces choix seront entérinés par le Parti communiste et auront pour conséquence qu'en 1950, la composition ethnique change. Ainsi, à partir des années 50, la Tchécoslovaquie est composée aux 3/4 de Tchèques, de 20% de Slovaques, et les Hongrois et les Allemands ne composent à peine plus que 5% de la population. La Slovaquie connaît la période communiste, s'industrialise rapidement, surtout dans le centre et l'est. Après la répression du printemps de Prague de 1968, dont nous parlerons plus en détail dans la vidéo sur la Tchéquie, pour calmer le mécontentement des Slovaques, il a été décidé dès 1969 que la Tchécoslovaquie devienne une fédération composée de la République tchèque et de la République slovaque. Puis dans les années 1980, le monde communiste bouge. On a vu dans la vidéo sur la Pologne que le syndicat Solidarnosc va mener la contestation. En URSS, Mikhaïl Gorbatchev lance la perestroïka et la glasnost. Enfin, en RDA et en Hongrie, les régimes commencent à s'effondrer. Et les Tchèques et les Slovaques observent et agissent. Tout démarre le 17 novembre 1989. Des étudiants manifestant à Prague pour la commémoration du 50e anniversaire de la mort de Jan Opletal, un étudiant tué par la police nazie en 1939, demande des réformes démocratiques. La police intervient violemment et les manifestations prennent rapidement de l'ampleur, rejoints par les ouvriers, les travailleurs et tous citoyens d'horizons différents. Le 24 novembre, des négociations entre manifestants et le gouvernement communiste ont lieu et la direction du Parti communiste comprend qu'il faut démissionner. Le 27 novembre, une grève paralyse tout le pays et là, le régime communiste comprend que c'est fini. Étant donné qu'aucun coup de feu n'eut lieu durant cette révolution, eh bien, on va l'appeler plus tard la révolution des velours. Puis le 29 décembre, le président tchécoslovaque Gustav Husak démissionne et est remplacé par Václav Havel, un dissident communiste. C'est la fin du régime communiste suivi par les premières élections libres en juin 1990. Ainsi, après la révolution des velours, la Tchécoslovaquie s'oriente vers un régime démocratique et une transition économique. Mais la Tchéquie est plus industrialisée, plus riche et tournée vers l'Europe, alors que la Slovaquie demeure rurale et dépendante des industries lourdes d'État. La Slovaquie souffre davantage des réformes libérales et de la privatisation. Les Slovaques se sentent de plus en plus désavantagés par des politiques décidées à Prague et des tensions politiques naissent. Et c'est ainsi, dans ce contexte, que les élections de 1992 vont faire surgir deux partis. D'une part, vous avez l'ODS de Václav Klaus, économiste libéral et pro-occidental qui pensait qu'une Tchéquie indépendante se développerait plus vite et intégrerait plus rapidement l'OTAN et l'Union européenne. Il était pour l'unité, mais pas d'une fédération. En somme, un seul État central
qui prend les décisions pour l'ensemble du pays. Et en Slovaquie, vous aviez le HZDS nationaliste avec Vladimir Mečiar qui voulait presque l'indépendance. Autrement dit, deux États unis par quelques institutions communes comme la politique étrangère ou la monnaie. Or, le pays utilisait encore sa constitution communiste, légèrement amendée. Et comme nous avions donc deux projets politiques diamétralement opposés, les négociations ont échoué et c'est ainsi que la fédération tchécoslovaque fut dissoute en deux États, la République tchèque et la République slovaque, le 1er janvier 1993. Cette séparation a été décidée d'en haut. 2,5 millions de personnes demandaient en fait un référendum. Mais le référendum est refusé car les sondages donnaient le maintien d'un seul État du côté tchèque et slovaque. Après son indépendance, la Slovaquie adopte un régime parlementaire. Mais celui-ci connaît des débuts difficiles. En effet, le Premier ministre Vladimir Mečiar domine la vie politique et adopte une politique nationaliste et autoritaire qui conduit la Slovaquie à être isolée. Les choses changent en 1990 lorsque le nouveau Premier ministre Mikuláš Dzurinda va remplacer Mečiar et relance les réformes politiques et économiques. Avec succès puisque la Slovaquie adhère à l'OTAN et à l'Union européenne en 2004. Entre 2004 et 2010, le pays poursuit ainsi les réformes et adopte l'euro en 2009. Mais les tensions politiques apparaissent très tôt entre 2006 et 2018, notamment avec l'arrivée de Robert Fico, qui incarne une gauche nationaliste, le Smer SD. En 2018, par exemple, son gouvernement tombe après l'assassinat du journaliste Jan Kuciak, qui enquêtait sur la corruption. Concernant l'économie, la Slovaquie connaît une forte croissance entre 2000 et 2007, entre 3 à 10% par an. Cette hausse est surtout celle des investissements directs étrangers en raison de l'entrée de la Slovaquie dans l'Union européenne et des réformes économiques de Dzurinda qui a permis une industrialisation rapide avec l'arrivée de Kia, PSA ou Volkswagen. La Slovaquie devient l'une des économies les plus dynamiques durant cette période. Et puis vient la crise de 2008 où la Slovaquie voit sa croissance baisser drastiquement. Elle rebondit par la suite, mais demeure entre 0,7 et 5%. Cette croissance est certes portée par l'automobile, mais elle est aussi freinée par une faible diversification industrielle, un marché intérieur limité et une démographie stagnante. Elle s'effondre à nouveau avec la Covid avant de se stabiliser aujourd'hui autour de 2%. Ayant connu une croissance économique de 4% en moyenne, la Slovaquie a vu son PIB passer de 24 milliards de dollars à 140 milliards aujourd'hui. Concernant son PNB, lui, il est passé de 5 500 dollars par habitant à plus de 26 000 dollars aujourd'hui, ce qui fait de la Slovaquie l'un des PNB les plus bas d'Europe. Enfin, il faut mentionner que le chômage est de 5% et que la monnaie utilisée est l'euro. Concernant la répartition du PIB, le secteur primaire est de 2% dans l'agriculture présente dans la plaine, de la sylviculture dans les massifs forestiers et l'élevage entre les deux. Concernant le secteur secondaire, 34%, c'est l'un des secteurs les plus élevés par rapport au PIB en Europe. Il est surtout présent dans l'automobile. On rappelle qu'il s'agit du pilier de l'industrie slovaque, l'électronique, les équipements électriques, la métallurgie ou encore l'industrie chimique. Alors pourquoi? Parce que la Slovaquie dispose d'une main-d'œuvre éduquée et bon marché, que ses infrastructures sont présentes et qu'elle est située au centre de l'Europe. Et enfin, le secteur tertiaire dans le commerce, les services financiers, l'assurance, l'IT, le tourisme et l'hôtellerie. Les grands groupes du pays sont avant tout S7, une entreprise de sécurité informatique, Slovac, une compagnie de raffinerie de pétrole, ou Slovenska Sporiteľňa, la plus grande banque du pays. Enfin, il faut compter des filiales de grands groupes étrangers comme Volkswagen Slovakia, Kia Motors Slovakia, PSA Peugeot Citroën ou US Steel Košice. Concernant la culture et la société, d'abord il faut mentionner Johan Nepomuk Hummel, un compositeur et pianiste virtuose du début du 19e siècle. Né à Bratislava, il a étudié avec Haydn, Mozart et Salieri. Puis nous devons mentionner Alexander Albrecht, un autre compositeur et chef d'orchestre slovaque, né à Bratislava et qui a étudié à Vienne et à Berlin. Il faut également mentionner Eugen Souchonier, l'un des compositeurs slaves les plus célèbres du XXe siècle, mais aussi Jan Kolar, un poète linguistique et théologien, Pavol Orsag Ivijezdoslav, qui est un poète slovaque connu dans la littérature slovaque, Judovič Šutur, que je mentionnais dans la partie historique, qui est un linguiste, écrivain et politicien, considéré comme le père du nationalisme slovaque, et enfin Milan Ratislav Štefanik, qui est un astronome
astronome, homme politique, général et diplomate slovaque, un des fondateurs de la Tchécoslovaquie. Concernant la gastronomie, il faut mentionner les brinzové à luchki, qui sont des nouilles de pommes de terre au fromage de brebis, les pyros, qui sont des raviolis fourrés à la viande, le goulash, ce fameux ragoût très populaire en Europe centrale à base de viande, le zemiakova placka, qui est une crêpe à la pomme de terre. Et enfin, concernant le sport, il faut bien mentionner que le sport le plus populaire en Slovaquie est le hockey sur glace. En effet, l'équipe nationale a remporté la Coupe du Monde en 2002. 22 joueurs slovaques jouent actuellement dans la LNH aux États-Unis. Il faut également citer le football avec un 8e de finale de la Coupe du Monde en 2010 et 28 médailles aux Jeux Olympiques depuis seulement 1996, dont les 2 tiers au canoë-kayak. Enfin, il faut citer le basketball. L'équipe nationale a remporté le championnat d'Europe masculin en 2013 et le cyclisme avec Peter Sagan. Je terminerai mon exposé en évoquant les défis de la Slovaquie. D'abord, les défis géopolitiques. Nous l'avons mentionné, la Slovaquie partage une frontière avec l'Ukraine, ce qui a des conséquences à la fois migratoires et sécuritaires. Les défis économiques, puisqu'on a dit que l'automobile est le pilier de l'industrie slovaque, avec pour conséquences et défauts un manque de diversification économique, mais également le passage à l'électrique ou encore la concurrence asiatique qui peuvent affecter fortement la croissance économique. Sans oublier les inégalités entre les régions, les villes et les campagnes et le vieillissement de la population slovaque. Puis nous devons mentionner les défis environnementaux, surtout les problèmes de pollution de l'air dans les bassins industriels tels que Košice ou Bratislava. Voilà, comme toujours, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Au revoir.